C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, se jouera de nouveau en hiver dès 2021. C'est le Cameroun qui organisera la compétition. Le pays s'était vu retirer l'organisation de l'édition 2019 en raison de retard dans la livraison des infrastructures. La compétition se tiendra 5 mois avant la date prévue. Le Cameroun devra s'adapter au nouvel agenda. Nous irons à Yaoundé dans ce journal. Nous irons également en Côte d'Ivoire où l'inquiétude gagne après le mandat d'arrêt émis contre le candidat à la présidentielle Guillaume Soro. L'opposition dénonce une instrumentalisation de la justice par le pouvoir et craint que le pays ne replonge dans une crise. Les autorités, elles, se veulent rassurantes. Reportage à Abidjan dans un instant. Ce soir, nous recevons Estelle Motion, journaliste à Jeune Afrique et auteure du livre La Dos Santos Company, une enquête sur le clan de l'ancien président angolais Lorenzo dos Santos, une famille qui avait pris le contrôle de l'économie du pays. On va aborder avec elle en particulier le cas d'Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président, impliquée dans plusieurs affaires de corruption. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera organisée au Cameroun en 2021, se jouera en hiver. Il s'agit d'un retour à la situation initiale, celle qui prévalait avant la dernière édition de la compétition en Égypte en 2019. Les fortes chaleurs ont en partie motivé la décision. La compétition devrait donc se tenir 5 mois avant la date prévue. Et le Cameroun, qui s'est vu retirer l'organisation de l'édition 2019 en raison des retards dans la livraison des infrastructures, va devoir revoir son calendrier. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amokou. C'est donc confirmé, changement de date pour l'édition camerounaise de la CAN. C'est la principale information à retenir à l'issue du séjour du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, ici à Yaoundé, qui a tenu à justifier ce choix lors d'une conférence de presse. Nous avons eu l'assurance du gouvernement, ils seront prêts. Et maintenant, nous avons confiance à cet engagement du gouvernement que tout sera prêt pour une grande fête du football africain. Cette modification du calendrier de la CAN, initialement prévue pour se tenir en juin-juillet 2021, a été rendue inéluctable après la programmation de la Coupe du monde des clubs par la FIFA à la même période. Mais la décision de la CAF est surtout motivée par des raisons climatiques, à en croire Seydou Mbombo-Ndouya, le président de la Fédération camerounaise de football. C'est à notre demande que ce changement s'effectue. Parce que comme vous le savez, en mois de juin, juillet, les conditions météorologiques ne nous permettent pas d'offrir un spectacle digne de ce nom. Et je pense que la CAF, consciente de ça aussi, bien sûr, avait besoin d'avoir des assurances. Reste maintenant à savoir si le Cameroun, qui avait déjà perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, sera effectivement prêt lorsqu'on sait que de nombreux chantiers accusent des retards, notamment celui du stade d'Olembe qui devrait accueillir le match d'ouverture et la finale de la compétition. Direction la Côte d'Ivoire. Nous sommes à moins de 10 mois de la présidentielle et la tension est palpable, notamment depuis le mandat d'arrêt émis contre le candidat Guillaume Soro. L'inquiétude gagne, les rangs de l'opposition. Elle craint une nouvelle crise dans le pays et dénonce une instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Reportage à Abidjan de notre correspondante Aïs Brook. Ils sont moins de 200, mais bien décidés à faire du bruit. Ces jeunes Ivoiriens se sont rassemblés autour d'artistes locaux pour dire non à une nouvelle crise. J'ai vu Bédié gouverner ce pays, j'ai vu Babo gouverner ce pays et j'ai vu Alassane Ouattara. Donc je les connais tous. Et quand ils s'animent avec tous aujourd'hui, ceux qui sont déclarés candidats avec les Soro, je sais qu'ils vont intoxiquer les jeunes Ivoiriens et encore ça va reprendre. Depuis l'émission d'un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, candidat à la présidentielle, et l'arrestation d'une dizaine de ses proches, la tension est montée d'un cran en Côte d'Ivoire. Le pouvoir en place conteste pourtant toute instrumentalisation de la justice et rappelle que Guillaume Soro est accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Nous traitons les inquiétudes des Ivoiriens en préservant la démocratie, en préservant la quiétude de vie des Ivoiriens. C'est ça le fond. On ne serait pas là si ça tirait à droite à gauche. À moins de 10 mois de l'élection, la composition de la CEI, la Commission électorale indépendante, fait aussi l'objet de toutes les critiques. L'opposition dénonce une institution inféodée au parti présidentiel. En 2010, les résultats proclamés par la CEI avaient été contestés. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on garde la CEI telle qu'elle, on s'en va à la catastrophe.
Voilà. On avait eu crise post-électorale. Mais maintenant, on va avoir crise pré-électorale et puis crise post-électorale. Il va rester qui en Côte d'Ivoire maintenant? L'épineuse question de la CEI n'est d'ailleurs pas la seule qui pourrait mettre le feu aux poudres. On entend encore parler de modification constitutionnelle. Il y a aussi la question même de la candidature du président Alassane Ouattara. On ne sait pas trop comment cela est interprété. Il y a des raisons en tout cas pour que la rue reprenne du service. Que la rue reprenne du service, c'est le scénario que tous craignent ici en Côte d'Ivoire. Mais 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait au moins 3000 morts, pour les observateurs, le contexte politique est bien différent. Les Ivoiriens ne sont plus prêts à mourir pour des politiciens. En Guinée, un calme précaire règne à Conakry ce mercredi après 2 jours de manifestations meurtrières. Le Front national pour la défense de la Constitution compte à partir de la semaine prochaine accentuer la pression sur le régime du président Alpha Condé pour qu'il renonce à son projet de nouvelle constitution. Un dialogue est-il encore possible? Écoutez ces réactions. Le dialogue n'a jamais été fermé. Comme je vous l'ai dit, nous condamnons toute démarche qui s'inscrirait en dehors d'un cadre démocratique. Mais on ne peut pas dialoguer lorsqu'il y a des jets de pierre sur des édifices publics, lorsque des commissariats sont incendiés, lorsque la quiétude des Guinéens est mise à mal, lorsque il y a des affrontements dans certains quartiers, dans certaines préfectures à l'intérieur du pays. Ce n'est pas un climat propice au dialogue. Donc nous sommes ouverts au dialogue, mais bien entendu dans un cadre civilisé et un cadre républicain. Le préalable au dialogue, c'est si M. Alpha Condé, à travers un discours, comme je viens de le dire solennel, un discours officiel, où il dira à la population guinéenne, j'ai voulu changer la constitution par rapport à ceci ou par rapport à cela, mais vu que vous êtes opposé, je renonce à ce projet de 3e mandat. En ce moment, le dialogue sera possible. Les efforts de la France pour convaincre ses alliés de s'engager davantage au Sahel se poursuivent. Florence Parly, ministre française des Armées, a annoncé qu'elle se rendrait à Washington dans les jours qui viennent pour parler du rôle des États-Unis dans la région. Washington avait annoncé sa volonté de retirer ses troupes postées sur le continent. Il faut savoir que les États-Unis possèdent une base à Agadez au Niger. Elle est essentielle dans la lutte contre le terrorisme. Ces drones étaient intervenus en soutien aérien à l'armée nigérienne lors de la dernière attaque à Chinégodar. La France, elle aussi, possède une base, mais pour l'instant, l'utilisation des drones armés est limitée. Reportage de Dorothée Oléric, notre consoeur de France 3. C'est l'une des bases de l'opération Barkhane. L'accès est restreint et pour cause, les avions de chasse déployés sur la base partent bombarder les groupes armés au Sahel. Les drones qui faisaient des missions de reconnaissance sont désormais armés. Le drone emporte 2 bombes sous ses ailes. Un changement de doctrine pour la France qui a hésité avant d'armer ses drones. Une arme souvent accusée de bafouer l'éthique et de déshumaniser la guerre. Le ministère des Armées promet des règles d'engagement très strictes, notamment pour éviter des dommages collatéraux. Nous prenons toujours les précautions pour éviter les dommages collatéraux, que ce soit parce que c'est un avion de combat qui a tiré, un système d'artillerie ou bien un drone maintenant. Le drone militaire a mauvaise réputation, sans doute à cause de l'usage massif de cette arme par les Américains. Depuis 2001, ils ont mené des centaines de frappes en Afghanistan et au Pakistan et visé des chefs terroristes en dehors des théâtres d'opération. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des assassinats ciblés. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la France ne s'engage pas du tout sur ce chemin-là, qu'elle fasse preuve de mesure, de retenue, et puis, encore une fois, de respect de ses engagements internationaux en matière de droits humains. Pour la France, l'objectif premier est de protéger ses troupes au sol. Le drone, qui peut voler 20 heures d'affilée, gardera un œil sur toutes les opérations. Il pourra aussi à tout moment bombarder les groupes terroristes. Estelle Motion est notre invitée ce soir, journaliste d'investigation, spécialiste de l'Angola. Elle publie une enquête passionnante sur la famille de l'ancien président Lourenço dos Santos. À travers son livre, La Dos Santos Company, on comprend le fonctionnement du clan et on parvient à saisir l'ampleur des affaires de corruption qui l'éclaboussent. Aujourd'hui, Estelle Motion est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez montrer dans votre livre ?
Alors le premier objectif, la première ambition, c'était de parler de l'Angola, ce pays d'Afrique lusophone qui est peu connu et pourtant très intéressant. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était de raconter la trajectoire incroyable de cette famille dos Santos qui est restée à la tête du pays pendant 38 ans. Le père, José Eduardo dos Santos, a été président de 1979 à 2017. Et donc, tout l'enjeu, c'est de raconter l'ascension formidable et la chute. Et pendant cette période où le père est resté au pouvoir, le système aussi de gouvernance qu'il a mis en place. Alors justement, on va parler de cette ascension et de cette chute, mais dans la famille dos Santos, vous avez cité le patriarche, le président, il y a aussi le clan, mais il y a aussi le personnage le plus sulfureux, celui dont on parle beaucoup, celui de la fille, Isabel dos Santos. C'est l'un des personnages clés. Oui, je l'appelle l'étoile de la famille dans le livre. Elle incarne en fait la réussite de la famille sur le plan international. On en a entendu parler quand elle a été sacrée première femme africaine milliardaire en 2013 par Forbes. Aujourd'hui, ça reste la 8e fortune africaine. Mariée au Congolais collectionneur d'art Syndicat Dokolo, présente dans l'économie angolaise mais aussi portugaise, dans différents secteurs. Donc, étoile de la famille. Et en même temps, il y a toujours eu, depuis le début, des questions sur l'origine de sa fortune. Alors justement, elle se trouve dans la tourmente judiciaire. Elle parle de procès politique, mais elle est impliquée dans plusieurs affaires, dans des affaires tentaculaires. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Il y a deux choses. D'abord, la justice angolaise a prononcé fin décembre le gel de ses avoirs en Angola. Pourquoi? Parce que l'État a peur de ne pas recevoir le remboursement de certains fonds. On parle quand même la justice parle de 1,1 milliard de dollars. Isabel dos Santos conteste en disant qu'elle n'a jamais bénéficié de fonds publics. La deuxième chose, c'est une plainte ouverte un peu plus récemment par la justice portugaise que je mentionne dans l'article cette semaine dans Jeune Afrique. Et là, alors, c'est une plainte qui a été ouverte, enfin une enquête qui a été ouverte après une plainte déposée par une eurodéputée portugaise qui s'appelle Ana Gomes et qui demande à ce qu'on fasse la lumière sur les fonds qui ont servi à investir au Portugal avec des soupçons de blanchiment d'argent. Là encore, démenti par Isabel dos Santos. Alors face à ce clan dos Santos, il y a ceux qui ont eu le courage de s'opposer. C'est le cas d'un rappeur. Il l'a fait notamment grâce à un concert en 2011 qui a eu un impact. Oui, alors il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, la famille dos Santos et le président dos Santos sont tout puissants. Donc faire entendre une voix critique, c'est compliqué. Or, ce que fait ce rappeur, Loati Berin, à la fin de sa chanson, il n'est même pas l'artiste principal, il est invité à monter sur scène. Et en fait, il éclate, il a un coup de sang et il dit « ça suffit ce système, fora », ça veut dire dehors. En gros, dégage, il faut que le président parte inspiré par les printemps, le mouvement à la même époque du printemps arabe. Et donc, ce coup de sang, ça a lancé les manifestations de jeunes en Angola à partir de 2011. Alors, c'est là où intervient la chute du clan. Elle intervient à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a senti le vent tourner, le président dos Santos? Alors, elle intervient plutôt vers 2016 et puis 2017 avec les élections. Ce qu'il faut souligner, c'est que José Eduardo dos Santos a décidé de se retirer. Donc, c'est un départ volontaire et qui s'est fait de façon pacifique, ce qui n'est pas le cas partout en Afrique. Ensuite, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. À l'époque, l'Angola est en crise économique. D'ailleurs, le pays est toujours en difficulté à cause de la baisse du cours du pétrole. Il y a une grogne sociale croissante. Il y a même une grogne au sein de son parti, le MPLA. Les gens commencent à être contrariés par la trop grande omniprésence de la famille. Et puis, il y a un dernier facteur qui a joué, je pense, c'est son état de santé, même si c'est difficile d'avoir des éléments là-dessus. Tout ça a conduit à sa décision de quitter le pouvoir. Alors, je rappelle le titre de votre livre, La Dos Santos Company. C'est un livre passionnant à lire pour découvrir justement l'Angola et ce système politique. Je le recommande vivement et je recommande aussi l'article que vous avez signé cette semaine dans Jeune Afrique. C'est le titre ? C'est La princesse aux abois. La princesse aux abois, donc c'est à lire cette semaine dans Jeune Afrique. Merci beaucoup Estelle Motion de nous avoir un peu expliqué ce pays à travers cette famille. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.